Salut Pauline, salut à tous. Bienvenue dans ce nouveau live Twitch, animé comme d'habitude par Portalia et par Little Big Connection. Nouveau petit-déj freelance également, c'est la 6e édition. Avec moi pour m'accompagner, Lucie Désira. Salut, Lucie. Bonjour à tous. Lucie donc qui travaille pour Little Big Connection, moi donc pour Portalia. Et on va aujourd'hui accueillir Pauline Sarda qui est notre invitée. Salut Pauline. Salut. Avant de présenter Pauline et de vous présenter le sujet du jour sur lequel on va pouvoir échanger et écouter toute l'expertise de Pauline, tout d'abord, on va rappeler à nos nouveaux quel est le concept du petit-déj freelance. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, Lucie? Yes, bien sûr. Alors, du coup, c'est le 6e petit-déj freelance, comme l'a dit Pierre. Donc, c'est vraiment un moment d'échange avec un acteur de l'écosystème du monde du freelancing, un expert. Donc, aujourd'hui, Pauline qui est avec nous et du coup, on aborde une thématique en particulier en fonction de son expertise et son expérience. Pauline est une experte des lives, mais pour laquelle c'est le premier live Twitch. Donc, merci à toi d'être avec nous aujourd'hui. J'en parlais rapidement. Donc, ce live est co-animé par Portalia, qui est donc une société de portage salarial. On accompagne les indépendants dans le domaine administratif et de paye. Mais c'est également animé par Little Big Connection. Yes. Je présente Lucie. C'est ça. Du coup, Little Big Connection, qui est une plateforme de mise en relation entre les freelances et les entreprises grands comptes pour les accompagner du coup, dans leur carrière de freelance. Et évidemment, tous les liens seront indiqués en commentaire. Également, les liens vers les différents sites de Pauline dont elle va nous parler. Évidemment, on regarde aussi le live Twitch et donc les questions que vous posez. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans le chat. Dans le chat, exactement. Lucie, du coup, quel va être le thème d'aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va aborder les étapes pour lancer son business avec donc Pauline qui est experte de ce sujet. Donc, c'est toujours un sujet un peu compliqué et beaucoup de indépendants se posent des questions. Donc, grâce à l'expertise de Pauline, nous allons pouvoir un peu explorer ce sujet-là. Eh bien, très bien. Est-ce que Pauline, tu veux nous parler un peu de toi, peut-être pour commencer, ton expérience en freelance, depuis combien de temps tu l'es et qu'est-ce que tu fais? Alors, donc moi, c'est Pauline Sarda. Ça fait 4 ans que je suis entrepreneur et je suis restée freelance, on va dire, pure et dure, pendant 1 an et demi. J'étais consultante en marketing digital. Donc, je faisais du consulting, mais aussi de l'accompagnement. Et puis après, l'entreprise a grandi. On va dire que j'ai eu beaucoup de demandes. Et là, je me suis posé la question, est-ce que je grandis? Est-ce que je reste indé? Ça peut être aussi quelque chose de très bien. Et puis, j'ai choisi la voie de construire une équipe, etc. Et donc, aujourd'hui, on est 7 dans la société. Donc, du coup, voilà, je suis plus freelance. Mais par contre, on accompagne beaucoup les indépendants et les freelances sur leur développement. Et donc, notre spécialité, on va dire, c'est le développement commercial. Mais on accompagne vraiment sur 2 niveaux, les débutants, pour vraiment se lancer. Donc, je pense que ça va être un peu le sujet du jour. Et puis après aussi sur un autre accompagnement de 6 mois où on accompagne les indépendants qui commencent déjà à générer un bon chiffre d'affaires, 30-40K annuels. Et puis, on les accompagne à cranter au-dessus un petit peu finalement par le chemin par lequel je suis passée moi finalement. Génial. Du coup, en fait, tu t'es un peu inspirée de ton expérience à toi et de ton lancement. Tu as dû identifier qu'il y avait certaines étapes qui étaient assez compliquées. Du coup, tu as voulu, toi, accompagner des jeunes qui voulaient se lancer. C'est ça? Ouais, exactement. Après, dans tous les cas, comme quand j'étais indé, full indé, je faisais du consulting en marketing. Donc, bon, déjà, j'étais déjà dans le marketing. Et puis, avant, j'étais commercial. Donc, du coup, c'est assez naturel, on va dire, pour moi. Donc, naturellement, je me suis orientée vers le business. Je me suis formée au coaching aussi. Je ne suis pas certifiée, mais je me suis formée au coaching pour pouvoir aussi apporter une nuance plus psychologique, on va dire, parce que quand on est entrepreneur, il y a aussi beaucoup de peur, beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là. Et c'est à cause de ça, ou ça peut être aussi parce qu'on arrive à les dépasser, qu'on arrive à nos objectifs et à faire ce qu'on a envie de faire. Très bien. Écoute, c'est hyper clair. Est-ce que tu peux... Tu disais justement que c'était ton expérience qui avait lancé ton activité, finalement. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu des challenges et des difficultés que tu as rencontrées au départ, que ce soit, je ne sais pas, en termes de recherche de clients, que ce soit en termes d'administratif, que ce soit en termes de, que sais-je, vie perso? Alors, déjà, tu as dit un mot administratif. Moi, il faut savoir que j'étais une grosse phobique administrative et que quand je me suis lancée, je pense que l'envie était tellement plus forte que je me suis dit, bon, en gros, je me suis regardée dans le miroir. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça, mais c'est pour schématiser l'histoire.
je me suis regardée et je me suis dit, bon, dans tous les cas, on est en France et forcément, ça va être chiant, l'administratif. Donc, vas-y, et puis n'essaie pas de projeter des éventuels problèmes qu'il pourrait y avoir. Et je pense que d'ailleurs, quand on est entrepreneur, il faut vraiment arrêter de trop se projeter dans les problèmes. Il faut plutôt y aller step by step. Et puis, les problèmes, s'ils arrivent, on les résoudra sur le moment. C'est vraiment important là-dessus. Donc, ouais, l'administratif, en plus, j'ai eu quelques galères, on va dire, au moment de m'inscrire en tant que micro-entrepreneur. Je l'ai fait faire et tout, mais ça a été mal fait. Bref, mais bon, tout s'est très bien passé après. Et j'ai rencontré aussi un problème on va dire, d'offre et de positionnement, le truc typique, l'erreur typique. Pendant les 3 premiers mois de mon activité, en fait, j'étais pas suffisamment bien positionnée, c'était pas suffisamment clair. Et je m'étais vraiment fait un plan d'action en mode toutes les semaines, je m'étais obligée, alors même si j'adore ça, mais je m'étais obligée à aller à des rencontres pro pour rencontrer vraiment des gens dans le milieu de l'entrepreneuriat, etc. Donc, ça m'a beaucoup aidé à m'ouvrir, à parler aux autres et tout. Même si, bon, je suis pas timide non plus de base, donc ça va. Mais j'ai fait ça et en fait, au bout de 3 mois, j'avais décroché que 2 clients. Et genre, je me suis dit, non, il y a un problème en fait, il y a un souci. C'est pas possible au bout de 3 mois d'avoir que 2 clients. Et donc, bref, ensuite, je me suis repositionnée, j'ai retravaillé là-dessus et franchement, en 2-3 semaines, c'était fini. Je suis retournée dans les réunions live, on va dire, en présentiel. Et puis, ça a tout changé. J'ai changé mon pitch parce que du coup, j'ai changé mon positionnement. En fait, je l'ai assumé. Et là, j'ai eu des clients. Je vous grossis le truc, mais c'est vraiment ça qui s'est passé. Ok. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu as fait appel à des mentors ou à des ressources particulières pour t'accompagner dans ce repositionnement ou vraiment c'était une prise de conscience solitaire et Prise de conscience solitaire. Ok. Ouais. Tu as vu que ça marchait pas et du coup, C'est ça. Ok. En fait, je m'étais laissé 1 an. Je me suis dit, bon, allez, je me laisse 1 an pour vivre de mon activité. Et déjà, 3 mois en 1 an, pour certains, c'est pas beaucoup, mais ça va vite, en fait. Et donc, au bout de 3 mois, je me suis dit, il y a un problème, il faut forcément que je change quelque chose. Donc, c'est ce que j'ai fait et ça a marché. Ok. Génial. Et on va en parler un peu en détail, dans les services du coup que tu proposais peut-être au départ et dans ceux que tu proposes aujourd'hui, qu'est-ce que ça contient du coup et comment ça évolue? Alors, au début, je faisais du consulting en stratégie. Enfin, non, même pas. Je vais reprendre le tout début, donc le fameux moment où j'étais mal positionnée. Donc là, je faisais du community management. Et il y a eu aussi une vraie prise de conscience, c'est que j'avais pas quitté le salariat pour, en tout cas, les clients que j'avais eus, les 2 clients que j'ai eus, c'était pas fluide et c'était pas la vie que j'avais envie d'avoir non plus. Donc ça aussi, ça m'a fait me poser des questions. Bon, t'es peut-être pas non plus c'est pas le bon positionnement, c'est peut-être pas non plus ce que tu as envie de faire. Donc là, du coup, ensuite, je suis passée en consulting, en stratégie, et j'avais 80% de mes clients, c'était sur LinkedIn, parce que c'est vraiment LinkedIn qui m'a propulsée, concrètement. Et donc, je faisais de l'accompagnement en one-one et du consulting pour les entreprises, du consulting stratégique. Ok. Ouais. Ok, donc aujourd'hui, tu accompagnes autant les indépendants, les freelances que les entreprises. Non. Ah non. Aujourd'hui, du coup, ça a totalement changé. C'est plus ça. Aujourd'hui, c'est du coaching déjà, donc c'est différent. Il y a forcément des parties théoriques parce que c'est du coaching business, donc automatiquement, il y a du pratico-pratique, du pragmatique qui est important là dans l'histoire, mais c'est surtout du coaching. Et c'est sur 2 programmes d'accompagnement différents. Et donc là, on accompagne en fait des groupes d'entrepreneurs avec des entrées selon... le 3-6, par exemple, pour les entrepreneurs avancés, on est plutôt sur 2 sessions par an. La prochaine session qui est au mois de mars. Et l'autre session, là, en tout cas, c'est ce qui est en train d'arriver, c'est tous les 50 jours, il y a un nouveau groupe. Ok. Génial. Et du coup, vous êtes 7 personnes dans ton entreprise, c'est ça que tu as? Ouais, c'est ça. Génial. Belle réalisation. Ouais, incroyable. Et tu nous disais également en off que tu participais aussi à des initiatives freelance, des choses un peu moins récurrentes. J'avais noté le break indé, le battle coaching, des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, les break indés, c'est Alexis Michela qui est très connu aussi dans le monde du freelancing, d'ailleurs bien plus connu que moi, d'ailleurs sur le freelancing en lui-même.
Parce que moi, c'est plutôt l'entrepreneuriat, Alexis, c'est vraiment le freelancing, qui est en collaboration avec Shine, la banque Shine, qui est quand même bien adaptée pour les indépendants. Et donc, tous les ans, ils font enfin, peut-être 2 fois par an, non, ouais, 1 fois par an, ils font un gros événement, un gros sommet où ils font intervenir des entrepreneurs sur des sujets. Et donc, moi, je suis intervenue en 2022 là-dessus, sur les appels de vente, d'ailleurs, précisément. Okay. Et puis, ouais, j'ai fait aussi le catching. Donc, catching, c'est un bundle de formation qui invite, je crois que c'est une dizaine d'entrepreneurs maximum, où vous avez accès à 10 formations d'entrée au prix d'une, quoi, on va dire. Ok. C'est des formations francophones uniquement pour les entrepreneurs. Et qu'est-ce que tu appelles un bundle? C'est quoi? C'est un pack? Ouais, c'est ça, exactement. Okay. En fait, il y a les 10 formateurs donnent accès à une de leurs formations, et donc ça fait 10 formations au prix d'une. Ok. Très clair. Génial. Ok. Et bien, ok. Donc effectivement, on voit un peu le mode de fonctionnement. Et d'ailleurs, Alexis qui va intervenir dans notre prochain event le 21 février à Lyon. Du coup, voilà, s'il y a des journées qui sont dans l'audience, n'hésitez pas à regarder nos news. On va communiquer très vite, vous allez communiquer là-dessus. En tout cas, merci pour cette petite revue, Pauline. On se commencer un peu plus du coup sur ton activité. Yes. Comme tu disais tout à l'heure, toi, tu es spécialisée dans tout ce qui est développement commercial auprès des freelances. Et donc, ça paraissait assez naturel d'évoquer, on va dire, les points de démarrage pour que ça fonctionne au niveau business côté indépendant. On a donc déterminé avec toi 5 étapes qui te tenaient à cœur pour développer son business. Ce que je te propose, c'est que Lucie et moi, au fur et à mesure, on développe chacune des étapes et que tu nous en parles un peu. Évidemment, c'est un choix, c'est ton choix, c'est notre choix ici. C'est possible que ce soit peut-être pas dans cet ordre-là, où ça ne fonctionne pas de la même manière pour tout le monde, mais c'est plutôt des conseils, des bonnes pratiques qu'on adresse aux indépendants. Première étape. Vas-y, je te laisse commencer. C'est, il me semble, avoir le bon esprit, avoir la motivation. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce point-là, un peu du coup, plutôt personnel et tourné vers soi? En fait, quand vous êtes entrepreneur, quand vous vous lancez, ou même quand vous êtes entrepreneur plus tard, je trouve qu'il y a une qualité qui est hyper importante, c'est déjà la notion de résilience, quoi. C'est-à-dire que vous n'allez pas réussir du premier coup. Donc, typiquement, je reprends moi mon expérience. Si je m'étais arrêtée à j'ai eu 2 clients, ça marche pas, je m'arrête. Je me serais arrêtée, j'aurais pris un job salarié et terminé. Sauf que faut pas faire comme ça, en fait. Et pour avoir cette résilience-là, il faut avoir un pourquoi, savoir pourquoi on fait les choses. Le pourquoi, attention, parce que ça, on a l'impression que c'est hyper galvaudé, etc. C'est pas forcément un pourquoi tourné automatiquement vers le monde. Parce qu'on pourrait dire, il faut absolument avoir une mission avec un grand M et tout. Non, c'est pas obligé, et encore moins au début. Ce qui est important, c'est que vous sachiez pourquoi vous, au fond de vous, vous voulez devenir entrepreneur. Donc, oui, il peut y avoir, s'il y a la mission, entre guillemets, au monde, c'est encore mieux. Mais si déjà vous savez pourquoi vous voulez être entrepreneur, c'est ça qui va faire que vous allez être résilient et que vous allez pouvoir pas réussir tout le temps. Parce que c'est pas vrai, dans la vie, on réussit pas tout le temps. Même si on a l'impression, quand on voit les entrepreneurs sur Internet, on dirait waouh, ils réussissent tout. Mais non, c'est pas vrai. On a même plutôt l'impression que c'est un effort. Enfin, tu fais d'abord un effort immense pour peut-être peu de résultats et après tu obtiens peut-être les fruits de tes actions, quoi. Ouais, que c'est hyper bien résumé. Même si bien sûr, après quand on grandit, les risques sont plus grands et on prend des plus grands risques, etc. Et donc voilà, on n'est jamais sûr de réussir non plus. Mais oui, il faut fournir un gros effort au début. Et donc si vous savez pourquoi vous le faites, le gros effort, il est un peu plus fluide que si c'était vraiment très forcé, quoi, on va dire. Et tu expliques d'ailleurs alors je sais plus si c'est ton podcast ou juste un article sur ton site, tu expliques justement que c'est jamais le bon moment pour se lancer. Qu'est-ce que tu entends par là, en fait? Est-ce que, quelles que soient en fait tes contraintes, il faut quand même se pousser? Ouais, exactement. Déjà dans la vie, de façon générale, je pense que pour un peu n'importe où, ça fonctionne pour beaucoup de choses. Si on attend le bon moment de cocher toutes les cases, on les cochera jamais toutes. En fait, c'est sûr et certain, le moment parfait n'existe pas. Ça fait très philosophique, etc. Ou on a l'impression que c'est galvaudé, machin. Mais non, en fait, c'est ça. Moi, par exemple, au début de mon activité, je voulais
en fait, en gros, rapidement, j'ai repris mes études. Et après mes études, je m'étais dit, bon, allez, je vais bosser peut-être 2 ans de plus. Et puis, en salarié. Et puis, je vais me lancer pour avoir de l'expérience. Bah, au final, j'ai pas attendu d'avoir de l'expérience et je l'ai fait tout de suite. On pourrait se dire, waouh, mais c'est n'importe quoi, enfin, c'est complètement dingue. Bah, si, mais en fait, ça m'a pas empêché d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Ouais. Donc, ouais, il faut pas attendre le bon moment parce que le bon moment n'existe pas. Donc, lancez-vous et surtout, ce que je disais tout à l'heure, n'anticipez pas trop les problèmes éventuels qu'il pourrait y avoir. Pensez plutôt que si vous le faites pas, qu'est-ce que vous êtes sûr d'avoir par contre? Ouais. plutôt... Ok. Et là-dessus, je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai qu'on parle notamment des problèmes administratifs, tu en as parlé tout à l'heure. Et en fait, aujourd'hui, il existe quand même en France des bons dispositifs. Créer une auto-entreprise, c'est pas si difficile. Faire confiance à des sociétés pour s'aider sur la recherche, c'est possible avec LittleBit, par exemple. Il y a aussi le biais du portage salarial quand on commence à avoir des clients. Donc, en fait, il y a quand même des choses qui existent finalement pour se soulager à ce niveau-là. Et de plus en plus. Ouais, et de plus en plus, ouais, c'est clair. Donc, effectivement, tu disais donc avoir le bon état d'esprit, la motivation, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, tu nous disais, c'est savoir construire son offre et savoir fixer ses tarifs. Comment faire cela? Bah, en fait, ça, c'est vraiment le truc le plus important après le pourquoi, vraiment dans cet ordre-là. Parce que si vous ne savez pas ce que vous proposez ou si vous proposez trop de choses, ben, les gens ne retiendront pas déjà et les entreprises ne retiendront pas ce que vous faites, ne sauront pas ce que vous leur apportez. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Comment faire ça? Ben alors, vous pouvez rejoindre Dynamite 45, l'un des programmes qui fait ça notamment. Mais je rigole évidemment, mais en fait, il faut faire une enquête terrain, il faut faire du marketing, quoi. Il faut faire une enquête terrain par rapport à votre métier pour vérifier les besoins et créer une offre qui soit adaptée aux besoins de la cible que vous voulez accompagner, que vous voulez, ou en général, c'est plutôt de l'opérationnel. Et après, fixer ses prix. Fixer ses prix, ça, c'est toujours un peu plus compliqué dans le sens où il y a plein de façons de fixer ses prix. Pour les freelances, le plus connu, c'est le fameux TJM, donc taux journalier moyen. Ça peut être bien de commencer par ça déjà, et puis après, vous affinerez au fur et à mesure, parce qu'il faut bien vous dire que rien n'est figé. Rien n'est gravé dans le marbre, c'est OK. En fait, vous allez commencer avec quelque chose et puis après, vous allez évoluer. Il n'y a qu'à voir moi, quoi. Je ne fais pas du tout la même chose d'il y a 4 ans, quoi. Donc, vous allez évoluer au fur et à mesure. Mais pour construire votre offre, il n'y a rien de mieux que d'aller à la rencontre des personnes que vous voulez accompagner, soit en présentiel, soit vous utilisez LinkedIn, hein, tout simplement, et vous allez vous adresser aux bonnes personnes. Et mieux qu'un formulaire, parce que je trouve que les formulaires, en fait, c'est pas assez précis pour faire une vraie enquête terrain, c'est d'avoir des rendez-vous, en fait, avec les gens. Ouais. Voilà, des rendez-vous où vous parlez, vous pouvez enregistrer les rendez-vous. Comme ça, parce que les formulaires, ça peut être les formulaires à cocher ou ce genre de choses, ça laisse peu de liberté et surtout, les questions sont trop orientées pour laisser la liberté aux entreprises que vous voulez accompagner de s'exprimer. Donc, c'est mieux, voilà, de les avoir en one-one pour vraiment échanger avec eux. Et à ce titre, pardon, vas-y. À ce titre-là, de nos échanges, de nos précédents lives, qui sont d'ailleurs disponibles sur YouTube, on avait eu des échos du coup de freelance tels que Christopher, par exemple, qui expliquait qu'en fait, au démarrage, il ne se payait pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en gros, les tarifs étaient potentiellement faibles pour attirer plus de clients. C'est le jeu de l'offre et de la demande dont tu as parlé tout à l'heure. C'est que finalement, construire ces tarifs, ça vient peut-être avec un peu d'expérience, mais il arrive qu'au début, pour se lancer, forcément, on est obligé de faire un peu peut-être pas de gratuit forcément, mais un peu de moins cher pour se lancer sur le marché. Ouais, probablement, oui, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, il y a soit vous vous alignez au prix moyen, on va dire, soit vous vous mettez un peu moins cher, mais c'est sûr qu'au début, parce que ça aussi, on entend beaucoup, il faut augmenter ses tarifs, il faut faire ci, il faut faire ça, mais à un moment donné, bon, ça c'est aussi ma façon de voir les choses, c'est pas vous qui décidez du prix, c'est le marché qui décide. Donc ça veut dire que oui, vous allez décider en partie, mais vous pouvez pas vous mettre en stratégie d'écrémage prix, c'est-à-dire comme les prix d'Apple, quoi. Vous pouvez pas vous mettre à ces prix-là si vous n'avez pas le service client derrière, si vous n'avez, enfin, je veux dire, à un moment donné, on peut se mettre cher, mais il faut assurer derrière. Ouais. Voilà. Il faut avoir le service premium qui va avec. Et ça, pour avoir l'un de nos programmes qui est clairement classé en premium, sur le service client, on met le max et le paquet. Et ça prend du temps et voilà, il y a tout ça. Évidemment, c'est parce que j'ai envie de le faire,
mais il faut que ça suive derrière aussi. Donc, le prix, c'est pas juste j'ai envie de me placer sur ce prix-là. C'est aussi quand même une question de marché. Oui, c'est le fruit d'une réelle étude, d'un réel travail en amont auprès de la cible, auprès de tests aussi. Bien sûr. De toute façon, il y a des tests, il y a des réajustements à faire au début, c'est certain. Oui, bien sûr. Ouais. Ok, très bien. Du coup, si on passe à la troisième étape, parce que du coup, on a la motivation, on a dans notre offre, et donc la troisième, je pense, c'est avoir l'image, et du coup, faire valoir un peu son offre et qu'est-ce qu'on propose. Qu'est-ce que tu nous conseilles sur ce côté plus, du coup, marketing, personal branding? Ouais, alors effectivement, le personal branding, c'est vraiment la bonne stratégie pour les freelances, particulièrement pour les indépendants, parce que au départ, c'est vous. Après, le jour où vous voulez grandir, c'est différent. Vous devez vous dissocier des deux, mais c'est un autre sujet. Évidemment, les réseaux sociaux sont, je pense, la meilleure chose à faire si vous voulez développer votre personal branding. Mais je mets un mais, ça prend du temps. Ouais. Donc, à part si vous avez 2 ans devant vous, ou même 3, pour avoir des résultats, il faut être proactif. C'est-à-dire qu'il faut, selon moi, mêler l'inbound marketing et l'outbound marketing. Donc, l'inbound marketing, c'est le fait de créer du contenu et d'attirer des gens à vous. Et l'outbound marketing, c'est d'aller les chercher. Donc, le must, c'est d'avoir un mix. C'est-à-dire qu'au lieu d'être passif et d'attendre gentiment que les gens viennent vous envoyer des commentaires ou viennent vous envoyer un message sur LinkedIn, ce que vous allez générer, les réactions que vous allez générer avec vos contenus, il va falloir aller chercher les gens, en fait, parce que vous allez attendre trop longtemps sinon. Beaucoup trop longtemps. Et après, le personal branding, de toute façon, je pense que la meilleure manière de travailler son personal branding, c'est aussi d'être congruent. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, dans le marketing digital, montrez que vous êtes bon là-dedans, quoi. Et vous pouvez, pour moi, c'est peut-être un peu dur et exigeant ce que je vais dire, mais vous devez montrer l'exemple, en fait, dans votre métier. Parce que vous êtes votre meilleure vitrine, encore plus quand vous n'avez pas de clients encore. C'est en fait la meilleure façon de vendre, c'est de vous vendre vous-même, en fait, d'abord. C'est comme le book du graphiste, finalement. C'est que pour se vendre, pour se montrer, même pour faire finir leur mémoire, ils doivent présenter l'image de ce qu'ils ont réalisé, quoi. Ouais, complètement. Enfin, pour moi, et puis mettez-vous en fait tout simplement à la place des gens qui vont recruter des freelances. Ils vont recruter celui ou celle qui, en dehors des valeurs, etc., qui sont importantes aussi, mais ils vont recruter la personne qui a montré quelque chose ou qui a montré qu'il était bon dedans, quoi. Et toi, du coup, tu disais que tu avais principalement utilisé le réseau LinkedIn du coup pour créer un peu, pour faire tes premiers clients. Ouais. Du coup, c'était via la création de contenu. Comment tu te débrouillais sur moi, j'utilisais vraiment ce mix. Enfin, j'ai vraiment utilisé ce mix qu'on utilise toujours d'ailleurs aujourd'hui. C'est l'inbound et l'outbound marketing. Donc, j'ai commencé à créer du contenu. J'étais encore dans la startup dans laquelle je bossais d'ailleurs à ce moment-là. Comme eux, ils étaient en B2B. C'est pour ça, en fait, que initialement, d'ailleurs, je me suis spécialisée sur LinkedIn. C'est parce que j'ai travaillé juste avant dans une startup B2B et il fallait faire du B2B sur LinkedIn pour eux. Et donc, j'ai passé 6 mois de ma life sur LinkedIn. Et donc, je maîtrisais plutôt bien le sujet au bout d'un moment. Et moi, j'ai commencé à tout simplement poster des choses, etc. Ça a commencé à bien marcher. Je me suis bien sûr mis un calendrier éditorial. J'ai fait preuve de régularité. Ça aussi, c'est la grosse bête noire en mode non, mais comment on fait pour être régulier? En fait, il n'y a pas comment on fait, c'est soit régulier, c'est tout. Voilà, il n'y a pas d'excuse pour moi. Et c'est vraiment c'est une des seules manières d'avoir du résultat, en fait. Sur la création de contenu pur, c'est d'être régulier. Voilà, c'est être régulier. Et après, non, moi, j'ai vraiment utilisé les deux. C'est-à-dire que les réactions que je générais avec mes contenus, je suis allée chercher, je suis allée commenter chez les autres, j'ai envoyé des messages, je faisais des rencontres en visio, plus je mixais le réel et le digital. Ça, je pense, ça a été aussi, je dirais, ma force, parce que ça, je ne le mettrai pas forcément pour tout le monde, dans le sens où, selon moi, il faut surtout appuyer sur vos forces. Sachez identifier quelles sont vos forces et appuyez dessus, en fait, tout simplement. Si c'est l'écriture, écrivez, quoi. Montrez que vous savez écrire, montrez que vous êtes bon là-dedans. Si, comme moi, c'est l'oral, en fait, moi, j'ai jamais été très bonne à l'école. Désolée, je vais en décevoir, mais j'ai eu des gros problèmes scolaires, de scolarité. Et pour autant,
dès que je passais à l'oral, j'avais des 19-20 à chaque fois. Donc, je savais que j'avais cette force-là très naturelle chez moi. Donc, du coup, j'ai appuyé dessus. En fait, tout simplement, quoi. Et il ne faut pas aller chercher tout le temps des trucs trop compliqués. Allez d'abord vers la fluidité, vers ce qui est facile pour vous. Et ensuite, vous aurez la possibilité, une fois que vous aurez capitalisé sur ce qui est facile pour vous pourrez commencer à apprendre d'autres choses. Parce que je pense aussi que ça, c'est vraiment ce qui fait aussi la différence. Oui, il faut se former, bien sûr. Oui, vous pouvez vous faire accompagner, c'est encore mieux. Mais appuyez sur vos forces, parce que c'est ça aussi qui fera la différence. Ok. Ouais. Tu parlais de la formation, c'est aussi un point. Alors, on va pas l'évoquer dans les 5 étapes, mais effectivement, ou peut-être un peu dans la 5e, mais effectivement, c'est un point intéressant également. J'avais juste une Vas-y. petite question encore sur le réseau. Tu parles du coup de LinkedIn. Est-ce que tu as aussi fait des rencontres, des cafés freelance, il y a beaucoup d'initiatives de ce style qui se développent et de plus en plus aujourd'hui. Est-ce que ça t'a aidé de ton côté à rencontrer du coup d'autres indépendants comme toi sur des événements plutôt meet-up ou autre? Ouais, bien sûr. Ouais. En fait, les rencontres présentielles que je faisais, c'était ça. Ok. J'allais sur meetup.com, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. J'allais là-dessus et toutes les semaines, je regardais et je me bookais des moments pour aller dans les rencontres. J'allais aussi dans des coworking. Les coworking organisent des soirées. J'allais aussi dans les incubateurs à start-up. Et du coup, eux aussi font des soirées où il y a plein d'entrepreneurs. Et donc, en fait, c'est comme ça que je me suis mélangée un peu au monde de l'entrepreneuriat, alors que je connaissais absolument personne ni rien du tout dans l'entrepreneuriat, quoi. Enfin, mes parents ne sont pas du tout entrepreneurs. Enfin, rien à voir avec l'entrepreneuriat, quoi. Mais il fallait, je pense, c'est important aussi de s'immerger un peu dans son nouveau monde, on va dire, pour pouvoir en prendre un peu les codes, comprendre les choses et puis connaître d'autres personnes. Alors après, ce qui est très marrant, c'est que pour ma part, j'ai voulu, enfin, c'est pas que j'ai voulu développer forcément le réseau, j'ai voulu plutôt m'immerger, me familiariser. Et pour autant, aujourd'hui, par exemple, j'habite à Toulouse. Je dois avoir peut-être seulement 5% de mes clients qui sont à Toulouse. Donc ça, c'est aussi la force du digital où vous pouvez avoir des clients partout. Et ça, moi, je trouve que c'est plutôt chouette. C'est clair. Justement, c'est une très bonne transition parce que c'était notre 4e étape, notre 4e point pour se développer commercialement. C'est effectivement le réseau. Alors, on a parlé de développer le réseau, on a parlé de LinkedIn. C'est d'ailleurs... on a beaucoup traité de ce sujet-là. Avec Christopher. C'est clair. Mais LinkedIn, c'est vrai que c'est le gros sujet. Il y a quand même un autre point que tu as mis dans cette 4e étape, c'est surtout l'entretenir, ce réseau, parce que finalement, développer, rencontrer du monde, ajouter, ça c'est faisable. Finalement, c'est du travail en amont. L'entretenir, qu'est-ce que tu aurais comme conseil en particulier pour justement conserver ce réseau-là, le rendre utile, peut-être lui rendre service également? Moi, je dirais, c'est de se munir d'un outil génialissime qui s'appelle le CRM. Pas forcément un CRM complexe, type HubSpot, qui coûte très cher, etc. C'est pas forcément l'idée, mais au moins un CRM classique. Un CRM, c'est tout simplement un tableau. Vous avez les étapes du parcours d'achat, de votre parcours d'achat. Alors, attention au début, si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave. Vous pouvez juste avoir une colonne contact qualifié, rendez-vous en cours, rendez-vous, proposition, gagné, perdu. Ça peut juste être ça. Et en fait, l'objectif, c'est de rentrer manuellement ces personnes-là dans votre CRM pour pouvoir maintenir justement la relation. Parce que tout simplement, vous allez être amené à rencontrer tellement de gens que je peux vous assurer qu'un petit fichier Excel, ça, au bout d'un moment, ça va poser problème et ça va être gênant, surtout pour retrouver des informations. Et puis, voilà, votre cerveau n'est pas assez grand pour retenir toutes les personnes que vous rencontrez, etc. Alors après, attention, moi, je pense que dans le CRM, il faut vraiment rentrer que 3 types de profils, c'est-à-dire les cibles directes, les partenaires potentiels et les prescripteurs potentiels. Les prescripteurs sont les personnes qui peuvent être amenées à vous recommander. Et ça, c'est assez simple à identifier dans le sens où autour de notre métier, on a souvent des métiers périphériques qui peuvent être amenés à nous recommander hyper régulièrement, quoi. Et donc ça, au début, c'est hyper intéressant de travailler ce levier-là. Parce que on a tendance à toujours vouloir aller chercher à l'extérieur, chercher quelque chose de nouveau, alors qu'on a souvent la data, quoi, à côté de nous. Ça, pour moi, c'est la première chose à faire, en fait. La première chose à faire, typiquement, c'est juste de lister son réseau.
attention, ne me dites pas non, j'ai pas de réseau. Tout le monde a du réseau. Vos amis, vos collègues, etc. Ça commence par là. Et vous envoyez un mail, vous expliquez rapidement ce que vous faites et vous dites voilà quelle personne j'accompagne ou quelle entreprise j'accompagne. Est-ce que tu pourrais me mettre en relation avec une personne ou une entreprise qui aurait besoin de mes services? Et en fait, déjà rien que là, c'est très fort probable d'avoir un client ou 2 clients dedans, quoi. Ouais, c'est un peu comme quand tu essayes de lever des fonds ou de monter une entreprise, mais dans le sens pécunier du terme, et que souvent tu fais appel aux fonds de la famille, des amis, des proches, Ouais. pour ton premier cercle, et après tu passes à l'étape suivante. Mais finalement, le réseau, ça marche de la même manière. C'est que tu commences d'abord par tes premières relations sur LinkedIn, ou au moins juste toi, tes amis et tes collègues, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Ben, c'est pour ça sur LinkedIn qui explique quelque part ça très, très simplement avec les cercles de réseau, les petits numéros que vous avez à côté des prénoms. Premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle. Alors évidemment sur LinkedIn, le premier cercle est en réalité un énorme cercle quand même, parce que c'est le digital, mais ça le schématise bien. Et donc ouais, je reviens sur le CRM. Bien penser à tout ça. Et du coup, avec le CRM, après, vous allez pouvoir vous entrez des informations à l'intérieur des cartes, on va dire, de vos contacts. Donc, par exemple, rencontrer au meet-up tel truc, vu à tel endroit, ou etc. Vous mettez en fait au moins les éléments minimum de contexte pour pouvoir revenir vers la personne avec le contexte, hein, c'est mieux. Et puis, vous mettez des rappels. Pouvoir juste échanger, et des fois, c'est pas forcément, vous y allez pas que pour vendre, quoi. Vous y allez pour maintenir le lien, en fait. Là, on est le 25 janvier, donc on est fin du mois, mais c'est vrai que l'un des gros leviers, c'est par exemple la bonne année. C'est vraiment le message de bonne année, de meilleurs vœux, il est toujours intéressant. Ok, bon, écoute, très clair sur le réseau. Super intéressant. Du coup, on va passer à la dernière étape, qui est donc l'investissement. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc, ça passe par différentes formes, j'imagine. Ouais. Déjà, moi, je pense que le truc typique, c'est juste d'investir dans des photos. On dirait pas, mais enfin, on pourrait dire, ouais, non, c'est pas utile, mais en fait, les photos, ça rend. C'est votre image. Alors après, moi, je mettrais un gros attention, parce que les photographes, en général, vous allez les avoir au téléphone et puis ils vont vous dire, OK, donc sur un fond vert ou un fond machin. C'est peut-être un peu trop corporate, concrètement, à part si vous êtes dans l'immobilier ou dans la banque. Permettez-vous d'être vous-même sur les photos. C'est extrêmement important. Notamment, on pense à LinkedIn, mais sur LinkedIn, on voit la différence entre les gens qui osent être eux-mêmes et ceux qui se rangent dans une case corporate, alors qu'on sait que c'est pas eux, hein. On sait qu'ils vont boire des bières le samedi soir, on sait que, enfin, je veux dire, à un moment donné, on est tous des humains, donc montrez qui vous êtes vraiment, mais n'hésitez pas à investir dans des photos professionnelles. Les photos professionnelles, voilà, vous pouvez en avoir pour 200 €. Et d'ailleurs, moi, c'est le premier investissement que j'ai fait, il me semble. Et 200 € à cette époque-là, j'étais au chômage, je gagnais 700 € par mois, et 200 €, c'était énorme. Mais je l'ai fait et ça a changé quand même les choses. Et puis surtout, je sais pas, ça dépend qui sont les personnes qui vont nous regarder en replay et les gens qui nous regardent maintenant. Mais souvent, les prestations de services, prestataires de services ou même business en ligne de façon générale, en fait, aujourd'hui, on a quelque part le monde à notre clavier, quoi, au bout de notre clavier. On peut faire ce qu'on veut gratuitement quasiment. Sauf que le gratuit, ça a ses limites. Si demain vous ouvrez un magasin ou un restaurant, il va falloir que vous achetiez de la vaisselle, il va falloir que vous achetiez peut-être un camion pour un camion réfrigéré, enfin j'en sais rien, il y a des trucs à acheter. Et ça, c'est de l'investissement. Et donc, quand on a un business en ligne, tout ça, on l'a pas. Donc, on se dit, ah, c'est bon, je peux m'en passer. Sauf que, pour moi, non, quoi. Si vous avez la possibilité, attention, je suis pas en train de vous dire d'investir votre compte épargne maintenant, mais en tout cas, de prendre une partie et de faire les bons choix. Voilà, peut-être une photo pro et peut-être une petite formation pour vous lancer, pour construire votre offre ou ce genre de choses qui va vous faire gagner un temps fou en plus, au-delà de évidemment vous donner des résultats, mais ça va vous faire gagner un temps fou. Et on n'est pas sur des investissements à 10 000 €, quoi. On est à moins de 1 000 €, vous pouvez avoir quelque chose. Et je pense que c'est jamais trop, au moins pour commencer. Et puis après, dans tous les cas, la notion d'investissement, quand on est indépendant, quand on est entrepreneur, elle est indispensable, hein. Quand on veut cranter plus haut, on est obligé d'investir, quoi, quelque part.
Oui, c'est avoir des bases solides, se donner les moyens pour. Et aussi, ça rejoint le côté de vitrine que tu disais, où avoir une photo, ben, ça rejoint complètement le fait d'avoir une bonne Par première. contre, ne faites pas votre logo. Et souvent, les graphistes sont d'accord avec ça d'ailleurs, hein. Pour moi, ne perdez pas du temps à faire votre logo maintenant. Pourquoi? Parce que c'est comme si votre composition de positionnement, elle n'était pas encore totalement finie. Donc, vous allez peut-être créer un logo, créer un branding qui ne vous ressemblera plus dans 6 mois. Donc ça peut être un problème. Et en plus de ça, vous avez vraiment autre chose à faire là tout de suite. Ce qu'il vous faut, c'est gagner votre vie. Et une fois que vous commencerez à avoir les fonds, là, vous pourrez commencer à investir dans voilà, une image, etc. Sur la partie branding. Et vraiment, à chaque fois que je parle avec des graphistes, ils sont tous d'accord avec moi. Donc, je pense que je ne dis pas trop de bêtises. Donc, vaut mieux se lancer sans forcément de vrais logos. Sans logo et tout, ouais, c'est OK. Ouais, c'est OK. Une photo pro, un profil LinkedIn, du bon relationnel et ça peut largement suffire pour démarrer en indépendant. Okay. Très clair. Pardonne-moi, j'ai un petit souci de mute de mon côté. Vous m'avez entendu, vous? Moi, je vous ai entendu pas. On a entendu, nickel. Okay. Qu'est-ce que je voulais rajouter également? On parle des photos ici. Généralement, avec nos prestataires, on parle aussi des formations, de développement de compétences. Cet investissement-là, comment tu le... Alors, toi, forcément, vu que tu fais aujourd'hui du coaching et de la formation, je suppose que c'est aussi là-dedans peut-être que peut passer l'investissement des freelances. Il y a pas mal de choses comme le CPF, comme des programmes qui existent. Aujourd'hui, est-ce que tu vois d'autres investissements qui peuvent être intéressants, d'autres types d'outils marketing? Ouais, des outils marketing. Alors, CRM, au début, vous en avez des gratuits, hein, complètement. Après, c'est au nombre de contacts en général que ça se paye. Donc, au début, vous pouvez commencer gratuitement. Mais après, il ne faut pas hésiter à upgrade un peu. Qu'est-ce que vous avez comme autre outil? Après, ça va être un tout petit peu plus tard en général. Mais si vous voulez mettre en place une newsletter ou ce genre de choses, c'est bien de ne pas hésiter à investir. C'est 15 € par mois ou 20 € par mois. Ça commence dans ces prix-là. Et vous avez l'essentiel. Après, même si on n'en a pas trop parlé, la partie juridique et tout, c'est important quand même. C'est pas mon métier, mais toute la partie responsabilité civile et responsabilité professionnelle, ce genre de choses où on se dit ouais, non, c'est bon, machin. Non, faites-le en fait, faites-le. Et après aussi les banques pro. Moi, clairement, je recommanderais 2, c'est Shine ou Conto. Ou Conto ou Shine, peu importe, les deux sont bien. Vous avez aussi tout simplement la possibilité de faire vos factures dessus. Et ça, quand on commence, quel soulagement, quoi, parce que faire une facture sur Excel, c'est plus possible, quoi. En plus, vous pouvez potentiellement perdre des informations légales qui sont indispensables et si vous ne les mettez pas, vous êtes dans l'illégalité. Donc, ouais, investir par exemple dans Shine ou Conto, je ne sais pas combien c'est, mais peut-être la première offre, ça doit être 10 € par mois, Conto un tout petit peu plus cher. Et vous avez la possibilité de matcher aussi vos frais si vous êtes déjà en société, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui démarrent aussi en statut société, de matcher vos frais, vos tickets, tout ça, qui vont se matcher automatiquement au montant. Enfin, voilà, ça, c'est des gros facilitants quand même. Pour démarrer, on a vraiment une charge mentale qui doit être ailleurs. Et pour tout ce qui est justement de statut juridique, il y a aussi Number qui accompagne beaucoup sur tout ce côté-là. Nous, on a un partenariat avec, donc c'est quand même assez intéressant. Et pour tout ce qui est facturation, nous, avec B2B Connection, on propose du coup aussi toute la gestion de la facturation. C'est aussi assez intéressant pour les finances justement de se concentrer pleinement sur leur mission. C'est ça. Ouais. Les rentrées d'argent, les factures, c'est vrai que c'est toujours le point compliqué. L'un de la guerre. Écoute, je crois alors, il est 9h29. Ouais. Il va nous rester quelques petites minutes, même secondes. En tout cas, merci Pauline d'avoir échangé avec nous sur ces 5 étapes, d'avoir développé un peu ton parcours également freelance. J'espère que ça aidera les futurs freelance qui nous regardent. Les liens sont disponibles sur Twitch. On a mis notamment le lien de ton site web, donc paulinesarda.fr. Évidemment, on peut te contacter sur LinkedIn également, Pauline Sarda, tout simplement. Si jamais, j'en profite pour le dire, si jamais vous voulez, on offre aussi des ressources gratuites quand vous démarrez, etc. Vous tapez tout simplement paulinesarda.fr/lien, LIENS. Et là, en fait, vous aurez tous les liens utiles et tout est gratuit, en fait, dessus. Donc, super. Voilà. Et bien, effectivement, donc / on n'oublie pas le / lien au pluriel.
Ouais, lien au pluriel, c'est ça, exactement. Très Et bien. là, Bah, à la fin de ton sur une site, ça, page avec des boutons clairs, nets, précis. OK, OK. Bon, bah, c'est nickel. Évidemment, pour plus d'informations sur la recherche de mission ou le suivi administratif dont on parlait, différents sites, évidemment, Portalia, bon, portalia.fr, hein, vous suivez le nom, littlebigconnection.com, Comme. effectivement, pas .fr. Et également, d'ailleurs, ça vient d'être partagé sur Twitch, il y a également le groupe Mission Freelance, animé justement par Lucie et les équipes de Little Big, qui est disponible sur LinkedIn. Donc, Mission Freelance, Ouais. c'est juste ça, hein, Mission Freelance au Groupe singulier. Mission Freelance, ouais. Groupe Mission Freelance, très bien. Où aujourd'hui, il y a un peu plus de 2800 experts. Donc n'hésitez pas également à vous y connecter. Vous connectez également sur les LinkedIn perso. Je parlais de Pauline, mais ça marche pour Lucie et pour moi-même. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je crois qu'on est. Je crois qu'on est bon. En tout cas, merci encore, Pauline, pour tout. Ben, merci à vous. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous connecter sur les réseaux. Et très bonne journée parce qu'il est 9h30, donc la journée commence à peine. Bon café à tous et à très vite. À bientôt. Salut.